De nos jours, des gens font la promotion d'un nouveau genre grammatical qui serait ni masculin ni féminin, qui serait neutre, au nom de l'inclusion des femmes et des personnes qui s'identifient comme non-binaires, c'est-à-dire qui ne s'identifient ni comme des hommes ni comme des femmes. Il est à noter que techniquement, on a déjà en quelque sorte un genre neutre en français. Il prend la même forme que le masculin. Mais ce serait justement un problème selon certaines personnes, selon qui ça reviendrait à invisibiliser ceux qui ont une identité de genre autre que masculine, c'est-à-dire les femmes et les personnes non-binaires. Eh bien, cette position-là, en plus de reposer sur une confusion entre l'identité de genre et le sexe, parce que le mot femme, la majorité des gens, et les dictionnaires, et l'étymologie, et l'histoire de ce mot-là, en font un mot qui sert à désigner les humains de sexe féminin, et pas ceux qui s'identifient à un genre en particulier. Mais bref, en plus, ceux qui promeuvent un nouveau genre grammatical en invoquant la nécessité de donner de la visibilité à ceux qui ont une identité de genre autre que masculine confondent ce qu'ils appellent l'identité de genre avec le genre grammatical. Le genre grammatical, ça concerne les noms communs, pas l'identité de qui que ce soit. Et bien souvent, c'est aussi sans lien avec le sexe de qui que ce soit. C'est vrai que par défaut, quand on parle d'un homme, on accorde les pronoms et les adjectifs au masculin. Et quand on parle d'une femme, on accorde par défaut les pronoms et les adjectifs au féminin. Mais c'est par défaut, c'est-à-dire faute d'un autre nom commun que femme ou homme, auquel les pronoms et les adjectifs se rapportent. Un nom commun pourrait référer à un homme et être de genre féminin. Richard Martineau est une personne. Une sentinelle peut très bien être un homme. Les noms communs qui réfèrent à des objets inanimés ont un genre grammatical. Voici un coussin. Alors aujourd'hui, j'aimerais ajouter que l'une des raisons pour lesquelles je suis plutôt opposée que favorable à ce qu'on appelle la langue inclusive, c'est qu'il ne me semble pas être dans l'intérêt de la collectivité, ni dans l'intérêt des individus, de faire du genre grammatical une affaire trop personnelle, ni une affaire trop politique. On parle de règles de grammaire. Il vaut mieux éviter de leur donner une importance démesurée. Et comprenez-moi bien, faire plus souvent référence aux femmes si on estime ne pas leur avoir suffisamment fait honneur par le passé, c'est très bien. Permettre aux personnes qui revendiquent une identité de genre, y compris une identité de genre non-binaire, de s'exprimer, c'est très bien aussi. Mais tout ça peut se faire sans transformer en outil d'affirmation personnelle des simples règles de grammaire qui devraient justement rester seulement ça, des règles de grammaire. On n'est pas obligé de leur donner une dimension politique. Et en fait, je vais le dire comme ça, des militants ont décidé que désigner quelqu'un avec le pronom il ou avec le pronom elle, ça revenait à lui attribuer une identité de genre. Ils ont décidé ça sans tenir aucun compte des intentions des locuteurs, ni du sens habituel des mots, et ça a quelque chose de déraisonnable, compte tenu surtout que les mêmes militants sont nombreux à mentionner eux-mêmes qu'on applique un genre grammatical à des objets inanimés. Si ça servait à attribuer une identité de genre aux humains, ça s'appliquerait seulement quand on parle d'un humain, non? Bref, ces militants-là donnent au genre grammatical une dimension politique qu'on n'est absolument pas obligé de lui donner. Et j'ajoute que si l'ajout de nouveaux mots, ça peut se faire passablement facilement,
Par contre, ajouter un nouveau genre grammatical, ça implique beaucoup plus de complications parce que ça soulève la question de la manière d'accorder d'autres mots dans la phrase. Et le fait que des changements rendent la langue plus compliquée, c'est en soi un argument valable pour avoir des réserves face aux changements proposés. Revenons à la question de l'ajout d'un genre grammatical neutre. Juste apprendre la liste des néopronoms, ce serait beaucoup de travail. Vous savez, pour utiliser à la place de il ou elle, il y a au moins yel et ie, ille, qui sont proposés. Donc, il y en a au moins deux, mais il y en a probablement d'autres de proposés que je ne connais pas. À la place de ceux et celles, il y aurait celleux et ceux. La liste est très longue parce que dites-vous que pour tous les pronoms préexistants, on invente au moins une alternative neutre et souvent plus qu'une, en prévoyant en plus que chacun peut choisir laquelle il veut qu'on utilise pour parler de lui en particulier. Je vais revenir sur ce point-là. Mais avant, comme je mentionnais, les complications ne s'arrêtent pas avec la longueur de la liste des néopronoms parce qu'il faut ensuite se demander comment accorder les autres mots de la phrase. Par exemple, si on utilise le néopronom yel au lieu de il ou elle dans la phrase yel sont allés au cinéma, est-ce qu'on doit mettre un e au participe passé du verbe aller? Si on n'en met pas en gardant la règle à l'effet que le neutre prend la même forme que le masculin, eh bien on en revient à la règle habituelle, la règle traditionnelle, et c'est à se demander pourquoi on ne garde pas aussi le pronom il comme neutre. Si on met un e, ben là ça devient un accord féminin et c'est aussi quelque chose qu'on voulait éviter en utilisant yel à la place de elle. Alors, est-ce qu'il va falloir aussi inventer des nouvelles façons d'accorder les participes passés et les adjectifs qualificatifs? Ou sinon, bien souvent, les militants pour la langue soi-disant inclusive vont dire que pour ce qui est des accords, il faut demander à chaque personne si elle préfère qu'on utilise des accords masculins, des accords féminins ou des accords alternés pour parler d'elle. Alors, pour commencer, ça ne règle pas le problème des phrases au pluriel. Quand on parle de plusieurs personnes à la fois, comme dans l'exemple que je donnais précédemment, peut-être que toutes ces personnes n'auront pas la même opinion sur leurs préférences. Et de toute façon, le truc avec un langage, c'est que c'est justement censé avoir des règles établies qu'on peut apprendre. Et une fois qu'on maîtrise un langage, on devrait être en mesure de l'utiliser sans vérifier comment faire à chaque fois. Exiger qu'on vérifie auprès de chaque personne comment elle veut qu'on parle d'elle, c'est une contrainte suffisamment lourde pour me faire conclure qu'on ne doit pas en faire une exigence. C'est déjà trop d'en faire une exigence morale ou même simplement une exigence liée à la politesse. Mais certains voudraient carrément en faire une exigence légale. D'ailleurs, petite parenthèse ici. Le professeur canadien Jordan Peterson a été la cible de bien des moqueries parce qu'il disait qu'on allait porter atteinte à la liberté d'expression en imposant à tout le monde de modifier son langage, notamment en imposant l'usage des néopronoms. Bien des gens ont ri de lui et pourtant il faut bien constater qu'il avait raison. Il y a effectivement des militants qui poussent pour que toute personne qui refuse d'utiliser des néopronoms soit considérée coupable devant la loi ou soit passible de sanctions sociales importantes en tout cas. Bon, Peterson est anglophone, mais on constate que le même problème se pose pour les anglophones que pour les francophones. Les néopronoms sont différents d'une langue à l'autre, mais l'attitude autoritariste des militants autoproclamés inclusifs est la même. Sinon, j'aimerais aborder brièvement un autre changement proposé à l'écrit, soi-disant pour être plus inclusif. Plutôt que d'adopter par défaut la forme qui correspond à la fois au masculin et au neutre,
il faudrait ajouter le genre féminin à l'écrit en ajoutant un point, puis un E, puis s'il y a lieu, un autre point suivi d'un S pour le pluriel. C'est déjà passablement répandu comme habitude à l'écrit. J'ai dit que selon moi, il ne faut pas faire des règles de grammaire une affaire exagérément identitaire ni exagérément politique. Eh bien, je le maintiens pour ça aussi. Et c'est une habitude un texte qui est écrit de cette façon-là est plus difficile à lire. Est-ce que ce geste symbolique pour donner de la visibilité aux femmes vaut les difficultés que ça entraîne? Est-ce qu'il y a des preuves que ça amène des changements notables quant à l'émancipation des femmes d'ajouter des E un peu partout à l'écrit? Si oui, merci de me les montrer, parce qu'à défaut de telles preuves, je vois mal en quoi c'est dans l'intérêt des humains de rendre les textes plus difficiles à lire. Maintenant, je ne m'oppose pas systématiquement à tous les changements proposés par les promoteurs de l'écriture inclusive ou la langue inclusive. Par exemple, utiliser des formulations épicènes. Par exemple, dans une institution d'enseignement, parler de la communauté étudiante plutôt que de dire les étudiants ou encore les étudiants et les étudiantes. Pas de raison de s'opposer à ça. Ce n'est pas un problème si des gens en prennent l'habitude et proposent aux autres de faire pareil. Ça, ce sont des changements qui peuvent s'installer avec le temps et avec le consentement des autres locuteurs. Mais on discute d'évolution éventuelle dans notre langue. Nous avons tous voix au chapitre.